Namaskaram. Bienvenue dans Avant tout l'équilibre, un podcast dédié à l'exploration de la science ancienne du Hatha Yoga et de son impact sur l'être humain. Au cours de ces épisodes, je vous invite à approfondir vos connaissances sur les pratiques du Hatha Yoga classique, à démystifier des idées reçues et à mieux comprendre les concepts clés de cette discipline. Je m'appelle André, enseignant de Hatha Yoga classique, certifié par Sadhguru Gurukulam. J'ai suivi une formation approfondie en Inde du Sud, à l'ashram du Isha Yoga Center, auprès de la fondation Isha. Que vous soyez débutant, adepte ou enseignant de Hatha Yoga, si vous souhaitez explorer la nature profonde de l'être humain et dépasser les limites du mental, alors, comme le dit Patanjali, maintenant, le yoga. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de solstice, d'équinoxe, de pleine lune et de nouvelle lune. Mais avant ça, un immense merci. Merci à vous d'écouter et de partager avant tout l'équilibre, le podcast du Hatha Yoga. Parce que grâce à vos partages et à vos écoutes régulières, ce podcast, devinez quoi ? Il a réussi à se hisser numéro 1 sur Apple Podcasts et Spotify sur le mot-clé Hatha Yoga. Aussi, merci beaucoup à vous qui laissez une note sur la plateforme d'écoute. Les stats sont vraiment boostés grâce à ça et ça permet d'être mieux référencé sur Google. Donc le fait de laisser 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts ou peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, Google Podcasts, Deezer, eh bien ça permet que plus de personnes découvrent ce podcast et que certains aspects du yoga puissent être rappelés et qu'on réussisse à préserver l'essence d'une science millénaire. Donc merci à vous encore de partager et laisser 5 étoiles et bienvenue à vous si vous découvrez ce podcast. Et c'est parti pour l'épisode 6 de Avant tout l'équilibre. On va parler de solstice d'été, solstice d'hiver, des équinoxes, de la lune et ses différentes phases et de leur impact sur le système humain. Comme souvent, j'aimerais commencer avec une perception personnelle sur ce sujet. À plusieurs reprises, et à vous qui nous écoutez aussi, j'en suis sûr, eh bien ça m'est arrivé de sentir très clairement l'impact de la pleine lune sur mon propre système. Ça m'est arrivé d'être dans une période très intense dans ma sadhana, ou ma pratique du Hatha Yoga, où je pouvais ressentir distinctement que j'étais plus intense et exubérant pendant la pleine lune et la nouvelle lune. C'était des jours où les pratiques avaient un impact plus profond, où la perception et la sensibilité des 5 sens étaient améliorées, où le bien-être était considérablement plus grand que les autres jours. À plusieurs reprises, j'ai pu vérifier que les jours où je me sentais comme ça étaient les jours de pleine ou de nouvelle lune. Par ailleurs, ça m'arrive pratiquement à chaque fois que mon sommeil soit très différent par une nuit de pleine ou de nouvelle lune. En général, je m'endors plus tard et il y a comme un certain niveau d'intoxication naturelle, comme une légère prise de substance qui dure toute la journée et même pendant les 2-3 jours qui entourent une pleine ou une nouvelle lune. Un jour, c'était une nouvelle lune. J'ai passé une soirée incroyable où j'avais l'impression d'être complètement ivre, sauf que j'avais aucune perte de contrôle et j'étais parfaitement lucide. J'avais énormément d'énergie et j'étais en même temps très posé et mesuré. La sadhana est directement liée à ces états parce que la pratique du yoga permet d'augmenter la sensibilité et la réceptivité du système. Je serais très étonné d'ailleurs de ressentir ça de cette façon, sans pratique régulière. En fait, je me rends compte que ce que je traverse aujourd'hui comme une petite phase de bien-être amplifiée, avant, ça prenait plutôt la forme d'une période de gêne et de dérangement. Même si aujourd'hui, elles sont encore controversées, des études montrent qu'en des jours de pleine lune, les gens deviennent plus déséquilibrés ou que ceux qui ont de l'anxiété et qui font des dépressions chroniques vont perdre le contrôle. Sadhguru explique ce phénomène en disant que la lune ne cause pas la folie, elle pousse simplement votre énergie d'une certaine manière. Si votre qualité, c'est la joie, vous allez devenir plus joyeux ou plus joyeuse.
Si votre qualité est l'amour, vous allez devenir plus aimant. Si vous êtes méditatif, vous allez devenir plus méditatif. Si vous avez une maladie mentale, ça va aussi être amplifié. Quelle que soit votre qualité, c'est amplifié à cause de la pleine lune. On dit souvent, par ignorance et par mode social, que c'est quelque chose de très ésotérique, que c'est un nœud de croyances et d'hallucinations diverses. Mais ça reste un fait scientifiquement établi et très facilement vérifiable que la pleine lune et la nouvelle lune sont directement responsables des marées majeures sur la planète. C'est ce qu'on appelle les vives eaux. Dans ces deux cas, donc à une pleine lune et à une nouvelle lune, la lune et le soleil sont alignés par rapport à la Terre. La force de traction qu'exercent ces deux corps célestes, la Lune et le Soleil, sur la Terre, est plus grande. Donc, la marée respective sera elle aussi à un point maximal. Le corps humain est composé à environ 70% d'eau, vous le savez. Cette influence gravitationnelle n'est pas seulement destinée aux mers et aux océans, mais aussi aux lacs, aux rivières, aux bassins et à des corps d'eau plus petits. Le corps humain, donc, il est directement impacté lui aussi. L'eau déborde et essaye de sauter. De manière similaire, le sang dans le corps essaye lui aussi de s'élever ou de sauter. Quand la circulation du sang augmente dans le cerveau, quelle que soit votre qualité, elle est amplifiée. C'est juste une question de sensibilité. Avec un peu de pratique, c'est très facile de se rendre disponible à cette influence et de la ressentir en profondeur. La tradition yogique se réfère à la pleine lune par Purnima ou Paurnami. Et la nouvelle lune, elle est connue comme Amavasya. Ces deux phases majeures de la lune, qui sont en réalité le résultat de son alignement dans l'axe du soleil et de la terre, ils ont un impact différent sur le système et la culture yogique en a donc fait usage pour différentes raisons et avec différentes approches. On dit que pour une personne méditative, Paurnami, ou la pleine lune, est meilleure que Amavasya. On ne peut pas rater Paurnami, sa présence est énorme. Sous la lumière de la pleine lune, tout devient translucide. Il y a une certaine qualité dans la vibration et la lumière où tout semble développer comme une aura différente. La sensation d'une pleine lune est très différente des autres phases de la lune. Ida et Pingala, qui sont les deux canaux énergétiques fondamentaux dans le système, ils fonctionnent aussi différemment. Le prana, ou l'énergie vitale, circule différemment. Toute votre énergie coule ou circule d'une manière différente parce que les vibrations ont changé. La qualité d'une nuit de pleine lune est subtile, elle est agréable, elle a une certaine beauté. Ça ressemble à l'amour, d'une certaine façon. D'ailleurs, pour faire un rapprochement dans la culture occidentale, qu'on connaît bien, beaucoup de descriptions romantiques se font sur un fond de pleine lune. Peut-être pour cette raison, plus ou moins consciemment. Pour une personne très sensitive, sensible, subtile, Paurnami est un aspect très important. Amavasya, quant à elle, elle a une qualité plus directe, plus brute, moins subtile. On pourrait même utiliser le mot agressive, par opposition à la douceur d'une pleine lune. Amavasya, c'est une excellente journée pour pratiquer certains rituels et certains processus. En fait, dans des nuits comme celle-ci, les énergies sont encouragées à être plus libres, plus déliées. Sadhguru compare ça à un éléphant sauvage, par exemple. Vos énergies sont un peu à la débandade. C'est la raison pour laquelle les nuits de nouvelle lune, ou les nuits sans lune, sont utilisées par les tantriques pour pratiquer certaines choses, parce que ça permet de mettre les énergies en mouvement. Amavasya est plus basique que Paurnami. Amavasya est plus puissante que Paurnami. La Kundalini, qui est le nom qu'on donne à cette réserve immense d'énergie latente dans le système, se comporte en cohérence avec ça. Une nuit de pleine lune, elle bouge très doucement. Et une nuit de nouvelle lune, elle bouge en à-coups, en grands mouvements brusques, comme des éclaboussures. Donc on peut dire qu'elle a un côté plus violent dans Amavasya par rapport à Paurnami. Paurnami est une présence inratable. Amavasya, c'est une absence. Cette perspective, elle est très profonde et intéressante. L'absence est toujours plus impactante que la présence. Et oui, on remarque plus facilement l'absence d'une personne ou d'un objet que sa présence. Quand on est habitué à une certaine présence, son absence est d'autant plus impactante et relevée. Pour une personne en quête de réalisation, pour une personne sur le chemin de la libération, Amavasya est plus importante. Pour une personne en quête de bien-être, Paurnami est plus importante.
si la présence de la Lune dans l'histoire est plus ancienne que de mémoire d'homme, de par sa nature évidente et ses nombreux impacts sur l'agriculture, les marées et autres, eh bien les solstices et équinoxes ne sont pas moins célébrés à travers le globe, et ça, depuis des millénaires. Ces dernières années, pour moi, en particulier depuis que je pratique le yoga de manière assez intense, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus sensible à ces événements majeurs sur la Terre. L'équinoxe de mars 2024, par exemple, qui est l'année à laquelle j'enregistre cet épisode, eh bien, ça a été pour moi une période de grand bien-être, un sentiment de stabilité et de bonne humeur latente qui s'est fortement manifesté sur plusieurs jours. Alors, oui, ça annonce le printemps, certainement c'est lié, mais j'ai ressenti des sensations similaires lors de l'équinoxe d'automne. Le solstice d'été, quant à lui, a amené dans mon ressenti une période introspective plus approfondie, plus marquée, comme une invitation de la nature à se tourner vers soi-même. Alors, quand on parle de solstice et d'équinoxe, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? On se réfère à quoi exactement ? Dans son cycle de révolution autour du Soleil, qui, comme on le sait, dure exactement 1 an, la Terre traverse 4 étapes majeures qui sont appelées les solstices et les équinoxes. Il y en a 2 de chaque dans une année. L'équinoxe de printemps, en mars, le solstice d'été, en juin, l'équinoxe d'automne, en septembre, et le solstice d'hiver, en décembre. Ces 4 étapes, marquent des changements majeurs partout sur le globe, des modifications météo par exemple, qui marquent le début des saisons sur la planète. Alors par convention, c'est comme ça qu'on les appelle parce que ce sont les saisons qui démarrent dans l'hémisphère nord. Mais dans l'hémisphère sud, tout est inversé. Donc l'équinoxe de printemps, c'est celle d'automne, et le solstice d'été, c'est le solstice d'hiver. L'axe de rotation de la Terre est légèrement incliné, ce qui fait que la moitié de l'année, une des 2 hémisphères sera plus exposée au Soleil. Aux équinoxes, les 2 hémisphères bénéficient de la même exposition au Soleil. Une équinoxe est appelée comme ça parce qu'en latin, equi ou equus signifie égal ou similaire et nox signifie nuit. Equinoctium, nuit égale. En d'autres termes, la nuit et le jour durent pareil. La tradition yogique fait un certain usage de l'équinoxe. Les différents champs énergétiques ne se comportent pas pareil selon qu'on est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. À la différence d'un solstice, lors de l'équinoxe, le soleil se lève plein est et il se couche plein ouest. L'alignement de l'équateur avec le soleil a pour conséquence un certain équilibre des influences qui agissent sur la planète. En fait, ce jour-là, le masculin et le féminin arrivent à une égalité. Alors quand on dit féminin et masculin dans ce contexte, je précise si vous écoutez le podcast pour la première fois, d'ailleurs merci à vous d'être toujours plus à écouter sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et de partager le podcast avant tout l'équilibre, d'en parler autour de vous. Donc par masculin et féminin, on entend les 2 qualités fondamentales dans la nature. Ces 2 qualités sont comprises en nous. On peut aussi s'y référer comme Ida et Pingala ou Shiva, Shakti, essentiellement c'est la même chose. Ce jour, donc, il est vu comme une possibilité pour transcender les limitations et les compulsions des désirs physiques. Dans la tradition, c'est lors de l'équinoxe que Shiva a manifesté Ardhanari, c'est-à-dire qu'il était à la fois mâle et femelle. Lors de l'équinoxe, le masculin et le féminin jouent de manière équitable dans notre système. Il y a un certain équilibre. Maintenant, avant d'arriver à la dernière partie de cet épisode et de parler de la signification du solstice, j'aimerais préciser que ces études sur la Lune, sur le Soleil, sur les saisons, etc., c'est pas une hallucination ou une invention. On est des êtres humains. Ça signifie que notre corps physique est constitué des éléments qui nous entourent et qu'il évolue au gré de ce que nous ingérons sur cette planète. Sadhguru dit d'ailleurs que ce que vous appelez moi-même, c'est une partie de cette planète, et une partie beaucoup plus sensitive et réceptive que tout ce qui existe en tant que Terre. Tout ce qui arrive à la planète arrive d'une manière décuplée au-dedans du système humain. C'est juste que ça prend un certain temps pour s'y rendre sensible et réceptif. Certaines personnes y parviennent consciemment, la plupart le font inconsciemment. Il y a des jours où on est plus sensible et réceptif que d'autres, des jours où il semblerait qu'on fonctionne mieux que d'autres jours et d'autres moments. C'est pas juste à propos de soi. Toute la dynamique planétaire et le système a un certain impact sur nous. Dans la tradition yogique, on perçoit une année terrestre selon 2 phases majeures. Uttarayana, qui est la période entre le solstice d'hiver autour du 21 décembre et le solstice d'été autour du 21 juin, et
Dakshinayana, qui est la période suivante, donc du solstice d'été au solstice d'hiver. Dakshina, ça signifie sud. Dakshinayana, c'est la phase où, dans le ciel terrestre et dans l'hémisphère nord, le soleil trace un chemin orienté vers le sud. Ça commence au solstice d'été. Alors qu'est-ce que ça veut dire orienté vers le sud ? Le 21 juin, le soleil commencera à se lever au nord-est et à se coucher au nord-ouest. Puis, petit à petit, au bout de 6 mois, il se lèvera au sud-est et il se couchera au sud-ouest. Donc, il fait un voyage vers le sud. Uttarayana fait référence au nord. Au solstice d'hiver, ce mouvement change et le soleil commence à tracer un chemin orienté vers le nord. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il commence par se lever au sud-est et à se coucher au sud-est, puis petit à petit, après 6 mois, il se lèvera au nord-est et il se couchera au nord-ouest. Donc il fait un voyage vers le nord. Ce changement de trajectoire lors d'un solstice, qui est vraiment un changement dans la relation qu'entretient le soleil avec la planète, eh bien il a un impact significatif sur la vie des gens. Quand on parle de Uttarayana, on parle d'une période connue traditionnellement comme Gnanapada. Gnana, c'est un terme sanskrit pour désigner la connaissance, donc le chemin de la connaissance. Quand on parle de Dakshinayana, c'est une période qui se nomme Sadhanapada, c'est-à-dire le chemin vers la sadhana, ou la pratique spirituelle. Quand on dit sadhana, ça englobe les pratiques et les outils qui sont utilisés comme un moyen vers la réalisation de soi ou la libération. Donc, par exemple, Surya Kriya, les Yogasana ou différents Kriyas comme Shambhavi, Shakti Chalana, ça fait partie de la sadhana. En termes de sadhana, Sadhguru dit que Dakshinayana est pour la purification, Uttarayana est pour l'éveil spirituel. Ces deux phases ont un impact conséquent sur le fonctionnement du système humain. En termes d'importance ou de conséquence, un solstice, ça signifie que cette relation entre le Soleil et la planète Terre atteint un point culminant, un extrême. Ce déplacement de trajectoire du Soleil, pour un être vivant sur Terre, et particulièrement pour un être humain, c'est une opportunité pour tourner son regard. C'est un moment où, comme le dit Sadhguru, l'existence offre une fenêtre pour regarder vers l'intérieur. La perception humaine gagne un niveau d'accès différent quand le changement d'un solstice survient. Il y a tellement de traditions qui, historiquement, ont reconnu cet impact et qui célèbrent ces événements par toutes sortes de types de fêtes, de rites religieux et de pratiques spirituelles à travers le monde. D'ailleurs, pour l'anecdote, est-ce que vous saviez que les feux de la Saint-Jean sont un vestige d'une tradition païenne où on allumait des feux à l'occasion du solstice d'été ? Elle aurait été instaurée par l'empereur romain Aurélien après l'influence des rites anciens venus de l'Est. Et sans parler des autres religions, il y a énormément de parallèles entre la religion chrétienne et le soleil, à commencer par le jour du Seigneur, qui est le dimanche, qui est connu dans la plupart des autres langues comme le jour du soleil, Sunday, Sonntag. Les solstices, les équinoxes, les pleines et les nouvelles lunes, ces événements célestes et tous les autres, ce ne sont pas que de simples phénomènes astronomiques, c'est un cosmos vivant. Toutes les entités dans cette existence sont en interconnexion et ont un impact l'une sur l'autre. S'il fait sec quelque part, il pleut ailleurs. Si le vent souffle à un endroit, il est absent ailleurs. L'être humain ne fait pas exception à ce cosmos. C'est juste que nous sommes dotés d'un tel mécanisme sophistiqué qu'on appelle le mental et qu'on n'a pas encore appris à s'en servir entièrement. On vit complètement à travers ce mental. On s'identifie à ce mental et on passe beaucoup trop de temps à penser à la vie au lieu de vivre pour de vrai. On est un peu dépassé en fait par cette technologie. La réalité, c'est qu'au moment où on parvient à mettre ce mental de côté, au moment où les fluctuations du mental se calment, une réceptivité et une sensibilité hors du commun se manifestent dans notre perception et on prend soudain conscience de cette réalité. C'est un cosmos vivant. Pas besoin de morale, de loi, de dogme, de philosophie quand on est en connexion avec la création, avec l'existence. Si on prend conscience du lien d'unité qui lie tous les éléments de cet univers, est-ce qu'il faut vraiment qu'on nous demande de ne pas blesser, de ne pas insulter, de ne pas faire ceci ou cela ? On vivra de manière consciente. Comme j'en ai souvent parlé dans ce podcast, Surya Kriya, c'est une pratique de Hatha Yoga intimement liée au cycle solaire. J'ai personnellement observé son impact sur la stabilité de mon système et sur les niveaux de ma vitalité, de ma joie, de mon bien-être, tout ça au quotidien. Donc si vous souhaitez raffiner votre perception et aiguiser votre sensibilité, si vous voyez l'intérêt de connaître la vie par votre propre expérience et pas par une théorie ou une phrase dans un film ou une rumeur sur Internet,
Eh bien, Surya Kriya, c'est probablement un des outils les plus performants dans cette direction. C'est une pratique qui vous soutiendra toute votre vie et qui grandira avec vous où que vous alliez, peu importe votre âge, votre flexibilité, votre situation sociale et votre expérience passée. Il en va de même, bien sûr, pour les yogasanas, qui ne sont pas de simples postures, mais des processus très subtils et puissants pour manier les énergies et changer et améliorer la manière dont on pense, dont on ressent et dont on fait l'expérience de la vie. Ces pratiques sont enseignées en alignement avec la tradition et transmises par des enseignants qui, comme moi, ont dédié près de 6 mois à une formation approfondie dans un ashram en Inde pour s'imprégner et vivre cette science yogique profonde. Vous pouvez apprendre Surya Kriya dans un espace dédié et dans une atmosphère spécialement adaptée auprès de moi-même en studio à Versailles ou Paris ou auprès d'un autre enseignant de Hatha Yoga classique certifié par Sadhguru Gurukulam. Les pratiques du Hatha Yoga classique sont offertes et transmises avec un soin et une attention immense. Pour éviter les blessures et l'inexactitude de ces pratiques qui nécessitent un niveau de précision très élevé, vous pouvez vous adresser à un enseignant qualifié qui saura vous transmettre le Hatha Yoga dans toute sa profondeur et sa dimension. Vous pouvez consulter mon site web humanize-project.com pour vous tenir informé des prochaines sessions ou m'envoyer un message directement sur Instagram @humanize.project si vous souhaitez apprendre ces pratiques et avoir plus d'informations. Je propose des sessions sur Paris et Versailles en groupe comme en individuel et des sessions privées à domicile sont possibles, donc n'hésitez pas. Nous avons aussi créé une association d'enseignants de Hatha Yoga classique en France qui regroupe tous les enseignants certifiés par Sadhguru Gurukulam dans notre beau pays. Nous avons tous la même qualification et nous avons tous suivi le même training, une formation intense de presque 2000 heures à l'ashram du Isha Yoga Center dans le sud de l'Inde. Vous pouvez retrouver les prochaines sessions de ces enseignants dans toute la France sur le site hathayogaclassique.com. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, je vous invite à parler de ce podcast à vos proches, par exemple en partageant le lien vers l'épisode par email, par message, sur les réseaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et à prendre une seconde pour laisser une note sur les plateformes d'écoute Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Merci beaucoup pour ça parce que ça m'aide énormément pour le référencement. N'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @humanize.project et à vous abonner à la newsletter garantie anti-spam de mon site web humanize-project.com pour rester au courant d'informations qui vous seront utiles et importantes. Vous êtes également les bienvenus pour me contacter directement si vous avez des questions et des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie beaucoup si vous le partagez à vos proches, si vous laissez une note et je vous souhaite une excellente journée, une santé de fer et beaucoup de joie et d'amour. Et comme on dit chez les yogis, pranam.